Genève, en Suisse, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a entamé ce mardi l'examen périodique universel de la situation des droits de l'homme en RDC. Cet examen est réalisé par les États membres du Conseil en présence d'une importante délégation congolaise composée entre autres du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Isaac Chilumbaï, de la ministre des Droits humains, Chantal Chabou Vita, et de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. La ministre des Droits humains, Chantal Chabou, a présenté l'économie des efforts et des défis à relever à cause de la guerre imposée par le Rwanda dans l'est de notre pays. Patrick Mouyaya a pour sa part souligné l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse garantissant encore un peu plus la protection des journalistes, faisant un pas vers la dépénalisation des délits de presse. Guerre dans l'Est. Kinshasa interpelle la communauté internationale sur l'exportation par Kigali des minerais des zones des conflits. Révision ou changement de la Constitution, la référence plus accusée d'épaisse d'être à la base de la confusion actuelle. Un mois et 4 jours après la confirmation de la position de son parti de réviser la Constitution de 2006, texte révisé en 2011 sans cependant toucher aux dispositions verrouillées de l'article 220. L'IDPS n'a toujours pas publié la liste des articles à élucider ni à amender. Il se contente d'en attribuer l'initiative, a fait Étienne Tshisekedi Mulumba sans se préoccuper d'en produire la moindre preuve matérielle, papier, audio ou vidéo, et se souvenir du fait que l'intéressé y avait prêté serment lors de son auto-investiture en 2011. Débat sur le changement de la Constitution de 2006. Joseph Kabila se trouve entre culpabilité et sagesse, barre à la une de son côté, vraie thématique pour l'hebdomadaire. Joseph Kabila devrait ou doit parler s'il tient à cœur ces pays, parler pas nécessairement pour s'opposer à cette initiative, mais pour donner sa lecture de la situation, car il n'est pas un Congolais blanda. De son côté, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, relayé par Ouragan, interpelle le président Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, alors que la rébellion soutenue par les Rwandais gagne du terrain. L'opposant regrette que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, soit plus intéressé par l'idée de changer la Constitution. Dans un message relayé sur son compte Twitter par Perfect de 2023+, l'opposant Martin Fayoulou a exprimé ses préoccupations concernant la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, où les localités continuent de tomber sous le contrôle du M23 soutenu par les Rwandais. Martin Fayoulou a interpellé le président Tshisekedi sur l'urgence d'agir pour récupérer les 120 agglomérations perdues à ces jours. Autre chose sauf changement des dernières minutes, nous apprend Forum des As, le président de la République Félix Tshisekedi lancera le mercredi 6 novembre à Kinshasa les travaux des états généraux de la justice auxquels prendront part 3500 délégués venus de toute la province sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» Selon Constant Moutamba, cité par Info 27, ces états généraux de la justice congolaise visent à mener un diagnostic sérieux des faiblesses du système judiciaire congolais. Pour Constant Moutamba, relayé par Journal Ouragan, l'objectif de ces états généraux est de voir la justice congolaise devenir un vecteur de la paix sociale. Pour terminer, justice
Encore avec l'affaire des forages et lampadaires, la Cour de cassation a ouvert hier lundi les procès opposants le ministère public au prévenu François Rubota et Mike Kassenga, poursuivis pour détournement des fonds destinés à la construction des forages et à l'installation des lampadaires. Aussitôt ouvert, la cause rapporte sur cette procédé a été renvoyé au 18 novembre prochain afin de permettre aux prévenus par les billets de leurs avocats de prendre connaissance du dossier à l'audience du lundi. Si la défense de l'homme d'affaires Mike Kassenga a sollicité les renvois pour s'imprégner davantage des différentes pièces du dossier. La défense de François Rubota, ancien ministre du Développement rural, relayé par Actualité Ponceau, a souligné les irrégularités dans la procédure des saisines de la Cour de cassation, a répondu favorablement à ces deux requêtes. Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine de débat et analyse. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Martin Milolo, coordonnateur du Forum citoyen, initiateur de la campagne Ne touchez pas à ma constitution, avocat et chercheur en droit constitutionnel. Il nous fait encore l'honneur, il n'est plus à présenter dans ces magazines. Il est notre consultant de tous les jours. Maître Martin, bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation encore une fois de plus. Et lui également, l'habitué bien sûr de ces magazines, Maître Marcelin Lukusa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est analyste politique. Il nous fait l'honneur chaque fois d'être avec nous dans ces magazines. Maître Marcelin, nous avons l'honneur de vous recevoir. Bonjour, Monsieur Daniel Kamboa. Je dis bonjour à mon confrère. Maître Milolo. Et je passe mes salutations aussi à tous ceux qui nous suivent en direct en ce moment-ci. Merci beaucoup. Débat de la Constitution dans un contexte, bien sûr, d'insécurité. Quelle analyse faire? Nous les avons déjà sur ces plateaux. Et puis, cette question de droits de l'homme sous Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, nous l'avons annoncé dans notre page Revue de Presse qu'il y a eu toute une délégation à Genève pour en parler et donner, présenter l'état des lieux de la République, mais souffrait d'écouter d'abord un point de vue de Maître Milolo sur cette question sous Félix Tshisekedi. Comment vous analysez l'état de l'homme, bon, les droits de l'homme en République démocratique du Congo, pour ne pas chanter l'état des droits? Merci beaucoup, Daniel. Bon, j'ai écrit en 2022 un papier à l'occasion de l'Institut du Codesria sur la gouvernance démocratique, un article intitulé « Le rétrécissement de l'espace civique en République démocratique du Congo ». Dans ces papiers qui se trouvent sur Internet, je passe en revue l'état de droits humains avant l'arrivée du régime du président Tshisekedi et avec ce régime-là. On constate que dès le début, on avait quand même constaté qu'il y avait de l'ouverture de l'espace civique, il y avait les exilés qui étaient retournés, tout ça. Mais subitement, juste après l'éclatement de la coalition FCC Cash, on constate le retour du rétrécissement. Et là, avec vraiment des inquiétudes, avec des discours menaçants de responsables des institutions à l'égard de voix dissidentes. Et donc, on peut citer plusieurs cas. Vous avez, par exemple, les poursuites contre les journalistes, vous, les journalistes, et certains défenseurs des droits de l'homme. Je suis malheureux parce que aujourd'hui, quand on parle avec vous, il y a l'un des acteurs de la société civile qui milite et qui a notamment milité, vous avez cité la question de forage et lampadaires, mais il y a le PCA de l'ODEP, de l'ONG l'ODEP, le professeur
Mouteba, je pense, Mouteba, oui. Qui est à la base de la révélation de ces malversations soutenues par le rapport de l'UGF, aujourd'hui qui est traîné en justice, alors que des voix indépendantes, en tout cas des voix libres, devraient donc s'exprimer de cette manière-là. Vous avez notamment, même si on a eu à taire l'affaire, mais la question, l'ombre de la question autour de la mort de Germain Okende continue à tourner. Vous avez aujourd'hui les Mike Moukeba, les Kabound, Jean-Marc qui sont toujours là. Et donc, vous avez à gauche, à droite, nous-mêmes qui parlons, hein, je l'avoue qu'on n'est toujours pas en tout cas totalement libre de pouvoir aller partout avec les discours que nous avons sur le changement de la Constitution, même si nous considérons que nous sommes dans un cadre d'un débat démocratique. Oui. Il faut accepter de dire et d'être contredit comme l'exige la démocratie. Et donc, pour dire bref, aujourd'hui le tableau est à 80% sombre sur le plan des droits, de droits humains. Et donc ça pose un problème. Et même lors de la validation de la RDC au niveau du Conseil des droits de l'homme, ça a posé des problèmes. Nous avons le retour, hein, la levée du moratoire sur la peine de mort qui pose tout à fait des problèmes. Donc il y a ce problème-là. Mais ça, c'est une parenthèse au niveau interne. Mais au niveau international, c'est que nous pouvons attendre de ces conseils des droits de l'homme. Là, il faut rappeler que la RDC est membre. Oui, la RDC est membre du Une responsabilité. Oui, une responsabilité de plus pour avancer dans le respect des droits humains. Mais nous avons aussi un problème avec l'ensemble du système des Nations Unies sur la question de la RDC. Et là, je parle en tant que citoyen congolais, indépendamment de coloration, de quoi que ce soit. Nous avons sur la question des droits humains des violations massives, des massacres, de viols, de vols des matières, de vols des droits de l'État congolais, parce que les droits, ce ne sont pas seulement les droits des personnes physiques, il y a aussi les droits des personnes morales. Et nous avons des violations systématiques des droits humains sur notre territoire par des groupes armés soutenus par des gens qu'on connaît. Et les conseils des droits humains, des droits de l'homme et même le système des Nations Unies restent dubitatifs. Et lorsque la même chose se passe par exemple en Ukraine, ça se passe par exemple en tout cas au Proche-Orient avec la guerre entre Israël et la Palestine, on voit ces conseils-là se relever. Nous avons même en tout cas des initiatives au niveau de la Cour internationale de justice où aujourd'hui Israël est poursuivi par rapport à ça. Et donc, pour ça, nous attendons qu'effectivement, la RDC en tant qu'État, au niveau interne, doit faire des efforts. Très bien. Et le régime actuel doit vraiment faire des efforts parce que les signaux sont au rouge. Mais au niveau international, on doit, ces instances-là doivent aussi interpeller, condamner et recommander des choses à l'égard des États qui favorise la violation des droits humains en RDC à travers certains groupes comme le groupe armé. Merci beaucoup. Alors, Maître Marcel, à vous également. État des droits en République démocratique du Congo sous l'ère Fachi, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et vous avez suivi, Maître a soulevé 2 points. D'abord, en interne, il a peint un tableau qui semble un peu être sombre. Et au niveau international, il a interpellé ses conseils d'apporter un plus sur les massacres observés et les pillages de nos richesses. Quelle est votre analyse? Oui, je suis personnellement un tout petit peu surpris par l'intervention de mon confrère, Maître Milolo. Okay. Je suis surpris, pourquoi? Parce que je le vois passer régulièrement dans les chaînes de télévision. Il parle de manière libre et il est en général contre le gouvernement, il critique le président Tshisekedi, il vient de le faire maintenant et il rentrera libre chez lui. Donc, il nous dit qu'il y a rétrécissement de l'espace
des libertés et des droits fondamentaux. Mais quand on dit rétrécissement, cela veut dire qu'avant, c'était meilleur qu'aujourd'hui. Alors, il faudrait qu'il nous démontre un tout petit peu. Il a précisé un peu au début du régime, sans citer les régimes passés. Au début, il semblait un peu... C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il y a rétrécissement, ça veut dire que les libertés et les droits fondamentaux étaient respectés avant et ensuite il y a eu un rétrécissement. Tout à fait. Donc, on devrait nous démontrer en quoi il y a rétrécissement parce que en ce qui me concerne, dans le passé, je ne voyais pas les hommes politiques de l'opposition passer à la télévision pour critiquer le gouvernement de Kabila. Donc, s'il a en mémoire, par exemple, des personnes comme les Peter Kazadi, les Augustin Kabouya, il peut citer des cas où il les voyait passer régulièrement à la télévision pour critiquer le gouvernement passé. Et même avant ça, Laurent Désiré Kabila, et même avant le président Mobutu. Okay. Donc, il faudrait quand même, lorsqu'on dit rétrécissement, il faudrait le démontrer. Bon, il dit qu'il a écrit, moi je n'ai pas vu les écrits. Et il nous a donné la référence. Voilà, et moi je n'ai pas vu les écrits. Bon, peut-être que en se servant de ces écrits-là, il pourrait nous démontrer. Moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des avancées certaines en matière de liberté et en matière des droits fondamentaux. Il y a des avancées certaines. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la presse est plutôt libre. On peut citer un certain nombre de cas de personnes où on peut dire oui, ici il y a eu peut-être un problème. On peut citer le cas du journaliste, c'était Boujakera Stani. Mais ici aussi, on voit qu'il y avait à la base un problème de sûreté de l'État. Et donc, il était, à mon avis, un peu normal qu'on puisse l'interroger par rapport à cette situation-là. Il a cité d'autres cas, des cas de M. Moukebaye. Mais M. Moukebaye, voilà, M. Moukebaye, on l'a entendu. On l'a entendu sur un plateau de télévision avec son comparse, Daniel Safou. On les a entendus indexer une tribu. Et indexer même un clan en citant le clan du président de la République en disant Bisonabino Togomona, etc. Donc lorsque il y a ce genre de propos qui sont tenus à la télévision, moi je pense que l'honnêteté intellectuelle devrait nous pousser à dire que ça ne devrait pas se dire. Mais lorsque on le dit, on prend les personnes, on les arrête et qu'on continue à dire que non, on les a arrêtés parce qu'il y a un rétrécissement des droits. Là, il y a vraiment un problème. On peut même citer le cas de M. Seth Kikouni. Mais même dans ce cas-là, il y a des problèmes. Je ne voudrais pas revenir sur ces cas-là parce que... C'est ce que des fois on ne comprend pas. À chaque fois on arrête qu'il soit un opposant, peut-être un cadre de la société civile. On lit toujours les cas peut-être judiciaires, à un cadre politique, tout ça, on ne comprend pas. Monsieur Seth Kikouni, nous le savons tous, les propos qu'il a tenus. Nous savons quels sont les propos qu'il a tenus lorsqu'il était dans le Katanga. Il a commencé son propos par dire le peuple katangais. Vous savez tous qu'il n'existe pas de peuple katangais. Ça n'existe pas. Lorsqu'on parle d'un peuple, cela suppose qu'il y a l'idée d'affirmer la souveraineté sur une terre donnée, sur un territoire donné. C'est comme ça que vous n'entendrez jamais parler du peuple
breton, du peuple normand, mais vous n'entendrez parler que du peuple français. Vous n'entendrez jamais parler du peuple texan ou du peuple, je ne sais pas, du peuple flamand ou du peuple wallon. Vous entendrez parler du peuple belge. Mais lorsque un homme politique aussi avisé que cette Kikouni, lorsque cette personne se tient debout et commence à parler, au lieu de dire Katangais et Katangaises, il dit peuple katangais. Il sait très bien de quoi il est en train de parler. Et ça pose un problème. Pourquoi? Parce que nous savons que dans le Katanga, il y a un certain nombre de personnes qui ont décidé de revendiquer l'indépendance du Katanga, mais par les armes. Parce qu'on peut décider de revendiquer par des voies pacifiques. Mais il y en a qui ont décidé de le faire par les voies des armes. Et lorsqu'il continue, il dit « Je vous connais vaillant, je vous connais guerrier ». Pourquoi il utilise le terme de guerre? Pourquoi ce concept-là de guerrier? Vous comprenez? Et donc, à partir du moment où on fait ce recoupement-là entre ce qui se passe dans le Katanga avec les Katanga et les propos que vous tenez, vous comprenez qu'à un moment donné, on puisse au moins vous interroger par rapport à ça. Très bien. Donc, moi, moi, je suis surpris lorsque on vient à la télévision dire que non, voilà, c'est un problème, c'est la faute du gouvernement. Non, c'est pas la faute du gouvernement parce que Maître Milolo vient et il critique le gouvernement et il le critique librement. Il n'est pas arrêté. Vous comprenez? Et par rapport aux droits de la République démocratique du Congo qui sont violés notamment par le Rwanda, je dirais tout simplement que c'est quelque chose qui est connu. Mais malheureusement, au niveau international, et nous le savons tous, ce sont davantage les intérêts qui prennent le pas sur les principes relatifs aux droits de l'homme et aux libertés. Donc à partir du moment où l'exemple qui a été donné par Maître Milolo, c'est un très bon exemple. À partir du moment où on parle de l'Ukraine, à partir du moment où on parle d'Israël, oui, je vais terminer très rapidement, on parle, ce sont des États qui sont en relation d'intérêt géostratégique avec l'Europe, et donc à partir de ce moment-là, on critique. On critique, et non seulement on critique, mais on sanctionne. Mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, les intérêts ne sont pas les mêmes, et donc il n'y a pas de sanction. Merci beaucoup, Maître Marcelin. Alors, nous revenons. On a déjà compris votre position avec votre initiative campagne ne touchez pas ma constitution. J'allais demander pour fixer l'opinion. Est-ce que vous êtes pour ou contre les changements de la constitution, maître? Dans quelques mots comme ça, on revient pour en parler. Oui, merci beaucoup. Vous connaissez déjà que ma position elle est claire. On est contre la révision ou le changement de la constitution. Bon, en tout cas, totalement contre le changement de la Constitution et dans le contexte actuel, contre la révision constitutionnelle parce que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Elle est prévue par la Constitution elle-même. Mais une parenthèse, je suis vraiment... Vous avez 3 minutes, allez-y. Oui, c'est l'une des émissions que j'admire parce que je suis en face de mon confrère. En tout cas, on échange dans un esprit de confraternité qui nous régit, lui et moi, et je suis tout à fait... Mais lorsque nous disons, par exemple, qu'il y a un problème, lorsque, par exemple, si cette Kikouni parle, on l'interpelle, et que le CG Kabouya tient les propos presque similaires à l'égard de la tribu
même du président de la République, il y a même suscité de l'indignation au sein de cette tribu-là, en qualifiant certains membres de cette tribu-là des émigrés vers le Katanga. Ça a suscité les indignations. Les images existent même sur Internet, alors qu'il n'est pas interpellé. C'est là où il y a un problème. Dans un état de droit, tout le monde doit être soumis aux règles. Et donc, je ferme cette parenthèse-là. Mais non, et même en ce qui me concerne, lorsqu'on parle à la télé, ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait, en tout cas, en toute quiétude. Il y a peut-être des indiscrétions qu'on peut peut-être révéler le moment venu. Mais en ce qui concerne la question qui nous réunit aujourd'hui de la loi fondamentale, de la Constitution, je voudrais dire que cette Constitution a une histoire. Si on veut comprendre son histoire, il faut lire l'exposé des motifs. C'est la boussole qui nous donne les raisons ou les motifs sous-jacents qui ont conduit à cette constitution. C'est une constitution réponse. J'ai dit, et comme je l'ai dit hier, que cette constitution est la meilleure de l'histoire de la République démocratique du Congo depuis 1885. Parce qu'il faut regarder d'où nous venons. Avant, à la conférence de Berlin, on sort comme une propriété de quelqu'un. Après, à la colonisation, nous sommes presque une colonie qui est au bord de la Belgique, régie par la même constitution avec la Belgique, avec des lois donc liberticides, absolument rien du tout. En 1960, nous avons deux lois fondamentales, l'une relative aux structures du Congo, l'autre relative aux droits humains qui forment la première constitution, mais qui sont des lois octroyées, ce qu'on appelle en droit constitutionnel des constitutions octroyées et qui nous régissent. Et on arrive à ces constitutions-là comme elles étaient l'œuvre du colonisateur et nous conduisent au blocage, la révocation mutuelle entre Lumumba et Kasavubu, et on arrive à la constitution du 1er août 1964 qui ne va pas être mise en œuvre parce qu'il y a un coup d'État de 65. Mobutu met en place sa constitution du 24 juin 1967 avec un régime présidentiel qui bascule dans le présidentialisme. Le régime présidentiel convainc encore nous demander qu'on instaure aujourd'hui sans qu'on précise qu'il s'agit de quel type de régime présidentiel. Parce que le régime présidentiel a des variantes. Le régime présidentiel américain n'est pas le même, ne fonctionne pas de la même manière que le régime présidentiel sud-africain. Parce que la Sud-Afrique a aussi un régime présidentiel, l'Angola a aussi un régime présidentiel, le Nigeria a un régime présidentiel, mais c'est tout à fait. Mais dans notre histoire constitutionnelle, nous avons constaté que ça ne marche pas lorsqu'on laisse tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne. Cette personne a toujours tendance à en abuser. Voilà pourquoi le régime présidentiel instauré dans la constitution du 24 juin 1967, qui était tout à fait une constitution équilibrée, a basculé dans le présidentialisme avec les 17 révisions constitutionnelles qu'a connu cette constitution. Souvenez-vous, la révision de 1974 a fait que l'MPR a avalé l'État, et j'ai peur qu'aujourd'hui, avec les débats actuels, que l'UDPS ne puisse avaler l'État. Et on arrive à la fin avec la transition, on fait les états généraux de la démocratie avec la conférence nationale, les choses ne marchent pas, il y a une rébellion qui vient, nous avons l'AFDEL qui se prolonge là et le pays est émietté. Nous arrivons en 2006 avec cette constitution qui est le fruit de toute cette histoire qui nous met en place, en tout cas, un équilibre au niveau de l'exécutif avec l'exécutif à des têtes, parce que l'idée de la démocratie, nous sommes une république démocratique, l'idée de la démocratie suppose d'abord la limitation, la séparation des pouvoirs, et nous avons un parlement bicaméral qui est là en place, et on a toujours tendance de dire que non, voilà, le Sénat est budgétivore, sans oublier le rôle que joue ce Sénat, des tamisages, des sagesses, des filtrages par rapport aux règles, aux lois qui doivent être appliquées dans la République. Et donc, on veut changer cette constitution au prétexte que ce serait une constitution des étrangers, alors que c'est une constitution adoptée par référendum. Le peuple, je suis en face de Maître Marcellin, qui connaît mieux la notion de ce qu'on appelle la souveraineté. Dès lors que
un peuple se prononcer en adoptant un texte. Qualifier ce texte-là des constitutions des étrangers, c'est méconnaître la souveraineté de ce peuple-là. Et sur la révision, en tout cas dans 10 secondes, sur la révision de la Constitution, la révision est constitutionnelle. Là, vous êtes d'accord apparemment? Je suis d'accord que la révision, l'actuelle Constitution peut être révisée. Mais elle peut être révisée dans quel contexte? Parce qu'il y a le contexte et il y a l'opportunité de la révision. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien dans notre constitution qui bloque et qui peut justifier une révision de la constitution. Quel que soit l'initiateur. Quel que soit l'initiateur. Il faut d'abord que l'initiateur dise qu'est-ce que ça bloque. Moi, j'ai lancé le défi qu'on me dise ce qui bloque. Et je vais vous démontrer noir sur blanc que c'est faux. Ce sont les acteurs politiques qui se bloquent eux-mêmes dans leur tête et qui prennent la Constitution comme bouc émissaire qui n'a rien à voir avec la Constitution. Nous accordons également les mêmes minutes à Maître Marcelin. Vous avez suivi, mais Maître a conclu, il dit, les vrais problèmes, c'est l'homme congolais, non les textes, si je les ai résumés. Oui, le problème, ce sont des acteurs et non les textes. Merci. Un texte, quel qu'il soit, prenez le code de la route. Qui respecte le code de la route? Merci. Et est-ce que le problème, c'est le code de la route? Merci, ou c'est nous-mêmes les Congolais? Très bien. Merci beaucoup. Alors, Maître Marcelin, vous avez également le même nombre de minutes. Votre analyse par rapport, parce que Maître a soulevé beaucoup de l'opportunité, nous a relaté un peu l'expérience que nous avons eue avec tout ce qu'il y a eu comme forme de l'État. Alors, qu'est-ce que vous en pensez à vous également? Votre position d'abord pour fixer nos téléspectateurs. Ma position est claire, c'est que on doit tout au moins réviser la Constitution, sinon on devrait changer cette Constitution, comme Maître Milolo nous dit ici qu'il a besoin de savoir pourquoi. On va lui expliquer pourquoi on doit changer la Constitution. La première remarque que je voudrais faire ici, c'est que j'entends souvent que la Constitution de 2006 est la meilleure. Ici, il a remonté jusqu'en 1895. Il a remonté jusqu'à 1895. Mais lorsqu'il cite les constitutions, il en a cité 3. Il a cité 3 constitutions, dont une qui n'était même pas démocratique, celle de M. Mobutu. Donc, il reste plus que 2 constitutions. On peut dire simplement que la constitution de 2006 est meilleure que la constitution de 1964. Et c'est ce dont je doute déjà, moi personnellement, parce qu'on ne m'a pas démontré en quoi la constitution de 2006 est meilleure que la constitution de Louloabourg. On ne me l'a pas démontré encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on dit que c'est la meilleure constitution, il n'y en a eu que 3, et dont une qui n'est pas démocratique. Donc il vaut mieux dire simplement que la constitution de 2006 est meilleure que la constitution de 1964. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais ici faire remarquer, lorsque Maître Milolo dit que c'est un problème simplement d'homme. C'est quelque part, il est en train de se contredire, parce que quand il parle du système présidentiel qui avait été instauré par la Constitution de 1967, nous savons pour quelle raison cette Constitution-là est passée d'un système présidentiel à un système présidentialiste. Nous le savons. C'est à cause d'un homme, M. Mobutu. C'est pour cela. Alors, nous disons simplement qu'il y a une certaine contradiction à dire que le système en tant que tel, on ne peut pas le mettre en place tout simplement parce qu'il y a un problème d'homme. Parce que dans ce cas-là, le même problème se poserait même si on met un système parlementaire, même si on met un système semi-présidentiel. Pourquoi? Parce que les hommes restent les hommes, les mêmes. Donc moi, en ce qui me concerne, je ne pense pas que le problème soit simplement un problème d'homme. Il y a également un problème de texte, des textes qui ne sont pas clairs. J'ai déjà eu à en parler ici. Je dis ceci,
nous allons partir sur les systèmes. Maître Milolo nous dit que c'est une constitution qui est équilibrée. Ouais. Et moi, je dis que cette constitution n'est pas du tout équilibrée. Elle n'est pas équilibrée, pourquoi? Elle n'est pas équilibrée d'abord lorsque on prend les institutions, on va dire les institutions horizontales. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Prenons le pouvoir exécutif. Dans le pouvoir exécutif, chez nous, on dit que la politique de la nation est définie par le Premier ministre en concertation seulement avec le président de la République, et on dit que c'est lui qui conduit la politique de la nation. Alors qu'au même moment, n'est-ce pas, c'est le président de la République qui a été élu au suffrage universel direct. Et souvent, qu'est-ce qu'on entend? On entend, ah mais président Félix, donc on se réfère au président de la République. Et le peuple, lorsqu'il se réfère au président de la République, a raison. Pour la simple et bonne raison que c'est lui que eux ont élu. Donc, s'ils doivent demander des comptes, ils doivent demander des comptes au président de la République. Okay. Or, lorsque nous rentrons dans les textes, ce n'est pas le président de la République qui conduit la politique de notre pays, ce n'est pas lui qui définit la politique, mais c'est le Premier ministre simplement en concertation avec lui. Maintenant, lorsque on va même plus loin, on constate que dans la Constitution, on nous dit que ce que l'on considère comme le domaine réservé du président de la République en France, et ici, lorsque on dit... Oui, on va... nous allons citer, nous allons chuter. Donc, lorsque on dit ici que cette constitution est une constitution de l'étranger, ce n'est pas simplement le fait que les personnes qui ont rédigé la constitution sont d'origine étrangère. Mais c'est simple, c'est également parce que cette constitution-là, lorsque vous entrez dedans, vous voyez bien que c'est une constitution qui a été puisée de la constitution française. Et le problème, c'est que... Qui ne répond pas à notre réalité. Et le problème, c'est que ça a été mal fait. Ah, okay. Et nous allons prendre le temps ici d'expliquer tout cela. Par là. Maître, votre rebondissement et puis on continue. Déjà, sur la question de l'équilibre au niveau de la Constitution, cette Constitution a voulu mettre le président de la République au-dessus de la mêlée. Et ce qu'on veut faire avec le débat actuel ou avec la révision ou le changement, c'est de mettre le président dans la mêlée. Le président ne gère pas au quotidien la République. Certes, le président de la République est élu au suffrage universel direct. C'est l'une des caractéristiques du régime semi-présidentiel. Parce que nous avons les éléments du régime présidentiel et les éléments du régime parlementaire, notamment la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Et ça, c'est tout à fait clair. Le régime semi-présidentiel... Les soucis, c'est que la population ne maîtrise pas cette notion d'équilibre. Oui, mais quand on accuse, quand ça ne marche pas... Le problème, c'est au niveau du leadership des gens qui animent les institutions. Parce que qui nomme le gouvernement? Le gouvernement n'est pas élu. Le gouvernement est nommé par le président de la République. La Constitution est claire. Le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire et les autres ministres au sein de la même majorité. Et nous constatons qu'il y a même la concordance, la coïncidence entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle, ce qui donne au président tout à fait la latitude de pouvoir nommer un gouvernement basé sur son programme. Ce qu'on ne veut pas dire, c'est que
la politique qui est définie par le gouvernement de la République en concertation avec le président a comme émanation le programme du président de la République sur base duquel le président a été élu par la population. Mais avoir le programme et l'exécuter, il faut... Oui, mais je reviens là où vous parlez de leadership. Effectivement, avoir le programme et l'exécuter, on l'exécute à travers animateurs. Le gouvernement. Souvenez-vous, chaque fois que le président parle, il parle de mon gouvernement. Ouais. C'est lui qui nomme ses gouvernements et c'est lui qui choisit les gens en fonction de leur capacité à mettre en œuvre les options de son programme qui sont au fait traduits dans cette politique qui est une stratégie de la mise en œuvre de ce programme-là. Et donc, c'est faux de dire que le président ne peut pas... Au fait, le président est accusé parce qu'il y a... Non, si un gouvernement est incapable de mettre en œuvre le programme du président de la République, il doit être changé. Parce que c'est le président qui a qui les nomme, qui a le pouvoir de pouvoir... Les mécanismes pour faire... Ça peut risquer de créer une crise. Non, le mécanisme rentre dans ce que je vous ai dit, le jeu des acteurs. Parce que s'il y avait un problème au niveau de notre texte, la Constitution, cette Constitution ici, quand j'ai dit que c'est la meilleure, elle a tout prévu. S'il y a un problème avec une disposition constitutionnelle, posons la question à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir. Nous tous, on peut lire la Constitution, mais l'organe qui a le pouvoir d'interpréter la Constitution, de dire qu'il y a un problème ici, il n'y a pas un problème ici, c'est la Cour constitutionnelle, article 160 de la Constitution. Et donc, ici, il n'y a pas un problème de quoi que ce soit. Et le président a trop de pouvoir, déjà, qu'on ne peut pas encore les lui donner parce que... Et surtout dans les contextes actuels. Et surtout dans les contextes actuels, pourquoi il y a des garde-fous? C'est pas parce que tout le monde est fou, mais c'est pour prévenir la folie qui peut passer là dans la tête de tout le monde. Préciser. Et donc, pourquoi cette notion d'équilibre n'est pas maîtrisée à la population? Qu'est-ce que les législateurs, l'idée était quoi? Non, le problème, l'idée, de ne pas accorder tout le pouvoir à une personne. De ne pas accorder tout le pouvoir à une personne. Merci. Parce que cette personne-là peut abuser de ce pouvoir. Voilà pourquoi dans cette constitution, vous avez toujours le pouvoir et le contre-pouvoir. Vous avez le gouvernement, mais vous avez aussi le Parlement qui contrôle le gouvernement. Vous avez le pouvoir judiciaire qui est chargé de pouvoir aussi contrôler les faits qui peuvent se passer au niveau de la gestion du pays. Voilà pourquoi on a les conseils d'État, on a par exemple la Cour constitutionnelle pour... dans le cas du Conseil d'État, vérifier la légalité des actes que posent les autorités administratives. Merci. Dans le cas de la Cour constitutionnelle, de voir la constitutionnalité des actes qui sont posés à gauche, à droite. Et donc, c'est pour vous dire que c'est une constitution tout à fait équilibrée. Merci. Et qui répond à nos réalités. Et donc, la question, par exemple, de la constitution qui serait une petite sœur de la constitution française, en tout cas, cette constitution est bel et bien congolaise. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, au niveau de la justice constitutionnelle en France, ils ont un conseil constitutionnel. En RDC, nous avons une cour constitutionnelle et il y a une histoire là-dessus. Je vous donne juste cet exemple-là pour vous montrer la particularité de cette constitution, de notre constitution. La question de la solidarité nationale avec la Caisse nationale de péréquation. C'est totalement une invention purement congolaise qui montre notre solidarité africaine. Merci. Qui nous a toujours caractérisés. Et donc, c'est tout à fait une question qui est plus liée au jet des acteurs politiques. Par exemple, lorsque on prend 6 mois pour nommer un ministre, ou pour nommer le gouvernement. Ce n'est pas une démarche politique et non constitutionnelle. C'est une démarche politique parce que quand les gens se disent non, moi je dois être là, ils bloquent les choses. Ce n'est pas une question de texte. Ce n'est pas une question. On pouvait donner au président de la République les gens en 5 jours, il nommerait son gouvernement. Mais il fallait que les acteurs politiques puissent se concerter
Et c'est tout à fait logique. Ce n'est pas légal. C'est légal quand même. Il y a un informateur, il y a un informateur qui doit faire son temps. Lorsqu'il y a une léthargie, l'installation de... C'est une question qui mérite qu'on puisse interpeller notre classe politique. Même le fait d'avoir 1000 partis politiques. 1000 partis, plus de 10 000, je ne sais même pas au ministère de l'Intérieur. C'est un problème. Tout le monde veut être à la mangeoire. Ce n'est pas une question des textes, c'est une question d'hommes, c'est une question des politiques. Regardez pour qu'on mette en place le bureau de l'Assemblée nationale ou même du Sénat. Regardez le nombre de réunions, tout ça. Ce n'est pas une question que voilà, le règlement intérieur de l'Assemblée ou du Sénat a posé problème. Donc, merci voilà. Alors, maître, vous reprenez la parole parce qu'on n'a pas voulu que maître puisse encaisser. Et puis, on revient par rapport au dispositif que vous avez jugé, par rapport au copier-coller qui a eu lieu. Oui. Avant d'en arriver à cela, je vais ici m'avancer un tout petit peu. Pour dire ceci, on a entendu Maître Milolo tenter, vous avez vu, avec beaucoup de difficultés, de justifier le déséquilibre qu'il y a entre les textes, n'est-ce pas, et les animateurs, entre les textes et la réalité politique. Okay. La réalité politique, c'est que celui que l'on a élu, c'est le président de la République. Okay. Il nous dit ici que le Premier ministre doit exécuter le programme du président de la République. Est-ce que c'est ce que disent les textes? Bien sûr que non. Non. Les textes disent que c'est lui qui définit. Ne disent pas qu'il doit appliquer le programme du président. Donc lui-même, vous avez vu les difficultés qu'il a à expliquer cela. Nous, ce que nous voulons, c'est justement cela. C'est de dire que le programme du président de la République doit être appliqué par le Premier ministre. Et ça, c'était prévu dans la constitution de Loulouabourg. Okay. Dans la constitution de Loulouabourg, le Premier ministre exécute le programme du président de la République. Donc, lorsque vous avez dans les textes le président de la République élu sur base d'un programme et le Premier ministre qui doit définir, lui, la politique de la nation, il y a un problème. Est-ce qu'on ne doit pas se pencher sur ce problème-là? Vous aurez la parole. Oui. Maintenant, je reviens. Est-ce que c'est ce qui bloque les décollages ou les problèmes de la RDC? C'est ça vraiment qui bloque? Nous disons ceci. Parce que qu'est-ce qu'on entend dans la population? Est-ce que quand il y a manque d'eau, quand il y a des embouteillages, quand il y a ceci, est-ce que c'est ce que vous dites là qui est à la base, qu'on comprenne? Ou bien le débat est ailleurs? Non. La Constitution est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante pour la vie quotidienne des Congolais. Nous avons vu, et Maître Milolo nous demande de lui expliquer quelles sont les dispositions qui posent problème. Allez-y. Voilà. Donc, nous avons, par exemple, la disposition concernant le contre-seing du Premier ministre. Nous avons vu dans le passé, le Premier ministre Ilou Kamba refusait de contresigner les actes du président de la République. Okay. Ce qui a bloqué le pays. Pourquoi? Ça a bloqué le pays parce que c'est le président de la République qui doit prendre ces actes-là. Le Premier ministre refuse de contresigner, mais en même temps, lui n'a pas le pouvoir de prendre les mêmes actes. Ce qui veut dire que c'est le statu quo. On est bloqué. On a vu dans le passé que le président de la République, pour prendre certains actes, devait attendre que le Premier ministre se déplace et qu'il y ait l'intérim du ministre de l'Intérieur pour que des actes du président de la République soient contresignés. Est-ce que ce genre de choses est normal? Je dis que ça n'est pas normal. Et ça a bloqué le pays. On nous dit ici qu'on voudrait connaître
les raisons pour lesquelles, voilà une raison. L'autre raison que je vais donner, après le contre-saint, les difficultés qu'il y a eu de contre-saint avec Ilukamba, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le président de la République, normal, il voit que ça ne marche pas avec son premier ministre qui refuse de contresigner certains de ses actes. Il veut tout simplement demander au premier ministre de rendre le tablier. N'est-ce pas? Mais voici ce que dit l'article 78. L'article 78 dit, il met fin, ça c'est le président de la République, il met fin à ses fonctions, aux fonctions du premier ministre, sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Alors, on s'est retrouvé dans le cas où le président veut mettre fin aux fonctions du premier ministre, mais la Constitution dit par la suite que c'est sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Or, le premier ministre dit, moi, je ne veux pas déposer ma démission. Le pays a été bloqué pendant plus d'une année. À cause de cela. Parce qu'il a fallu trouver une solution. Et donc la solution a été un renversement de majorité au sein de l'Assemblée nationale, qui a fait que finalement la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, est tombée. Et ensuite, Ilukamba a été, excusez-moi le terme, il a été défenestré. Mais nous avons perdu 2 ans. Et ici, c'est une question de texte. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le même texte dans la constitution de Loulo-Abour, la constitution de Loulo-Abour est claire. Au début, c'est ça, mais par la suite, il est indiqué que, indépendamment de ceci, le président de la République peut mettre fin aux fonctions du Premier ministre. C'est clair et c'est net. Très bien. Et donc, quand il y a certaines personnes, comme Maître Milolo, qui nous dit que la constitution de 2006 est meilleure que la constitution de Loulo-Abour, moi, je viens de lui démontrer, sur base de certains textes qui sont clairs dans la constitution de Loulo-Abour, et qui, chez nous, ici, avec la Constitution de 2006, ne sont pas clairs. Merci, maître. Très bien. Maître, il nous reste quelques minutes seulement. Oui. Vous avez 3 minutes. Comme ça, je reviens pour poser la dernière question. Et puis on termine. Oui, en tout cas, je voudrais, avec maître Marcelin, qu'il n'y ait pas de malentendu ou d'ambiguïté. La Constitution, lorsque j'ai dit que cette Constitution est la meilleure que toutes les autres, parce que cette Constitution fait la symbiose, elle tient en compte même la Constitution de 64. Elle met en relief la démocratie. Elle met en relief la démocratie, elle met l'équilibre. Et même la Constitution du 24 juin 1967 n'était pas une Constitution, autoritaire ou dictatoriale. C'était une Constitution votée par référendum. Lorsque je parle souvent en référence par rapport à la Constitution de 2006, je prends effectivement, je tiens en compte les 3 constitutions là, parce que ce sont les 3 constitutions qui ont passé par référendum, qu'on appelle en droit constitutionnel des constitutions définitives. On a eu aussi des constitutions transitoires, des constitutions de transition, donc qui ont été rédigées par les gens, et ainsi de suite. Et donc, la constitution de 64 est passée par référendum, de 67 est passée par référendum, comme celle-ci est passée aussi par référendum. Et donc, au début, la Constitution de 67 n'était pas mauvaise en soi. Elle est devenue mauvaise à travers des multiples révisions qui l'ont vidée de sa substance, qu'on appelle la fraude à la Constitution, avec la présidentialisation des institutions, ainsi de suite. Et la Constitution de 64, lorsque je dis que celle-ci est meilleure par rapport à celle-là, c'est que la Constitution de 64, souvenez-vous, dans les contextes, elle est une réponse aux lois fondamentales. Parce que le lot fondamental qui instaurait le régime parlementaire, qui n'a pas fonctionné, parce que le président, le premier ministre se sont brouillés, la Constitution de 64 instaure un régime présidentiel
Voilà pourquoi dans cette constitution-là, vous avez des textes comme celle que vous dites là, alors que la constitution actuelle pose un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire pour mettre l'équilibre. Et la question des contreseins. Les contreseins en droit, c'est un acte de responsabilisation. Souvenez-vous, dans notre constitution, ici, le président n'est pas responsable devant le Parlement. Seul le gouvernement est responsable devant le gouvernement. Or, pour que les actes du président de la République, autres que les actes posés pour la nomination de certaines personnes, dont la nomination du Premier ministre, doivent avoir les contreseins. C'est la responsabilité. Lorsque le Premier ministre ou le ministre responsable contresigne, souvenez-vous, même les actes du Premier ministre aussi sont contresignés par les ministres. C'est pour que les gens qui contresignent puissent endosser la responsabilité pour qu'en cas de problème, ils puissent en répondre devant le Parlement. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Et cela ne pose aucun problème parce que le gouvernement, avant son entrée en fonction, est investi par le Parlement. Et le gouvernement, dans notre régime, a deux types de légitimité. Il a une légitimité présidentielle et il a une légitimité parlementaire. Présidentielle parce que c'est le gouvernement qui nomme. L'acte juridique qui fait qu'il puisse avoir la qualité qu'aujourd'hui ils peuvent être appelés excellence et autres, c'est un acte juridique, une ordonnance présidentielle prise par le gouvernement. Mais l'acte qu'il est investi de l'autorité de pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, c'est l'investiture au niveau du Parlement. Voilà pourquoi ils ont ces deux types de responsabilités et dans leur mode de fonctionnement et même lors de leur sortie, ils doivent aussi répondre à ces deux types de responsabilités. Voilà pourquoi on parle de la démission et non de la révocation du Premier ministre. Et donc, en cas d'un problème au niveau de la conduite de la politique, encore que je réitère que la politique de la nation tire sa source du programme du président de la République, parce que la politique c'est quoi? La politique c'est la manière dont on met en œuvre les options fondamentales qui ont été déjà levées. Merci. Et donc la politique c'est comme un enfant qui est né de ce programme là, et comme c'est le Parlement qu'il a investi sur base de ce programme. Et même quand on investit le gouvernement, on ne parle pas de la politique du gouvernement, on parle du programme du gouvernement. Et donc, vous comprenez que c'est tout à fait logique. Et donc, pour la démission du Premier ministre, pour qu'il puisse quitter ou le ministre, il faut aussi que le Parlement puisse intervenir, et il intervient à travers le fait que le Premier ministre dépose sa démission au lieu d'être révoqué. C'est comme si, parce que le président peut dormir et se réveiller, révoquer à tout moment comme il veut, alors que cette personne-là, avant son entrée en fonction, il a quand même connu une validation d'une représentation du peuple qui a aussi été élu comme le président de la République au suffrage universel direct. Donc, le problème, c'est qu'on explique à notre peuple le fonctionnement du régime semi-présidentiel et on n'aura pas de problème. C'est un régime de limitation et un régime qui demande à ce qu'on soit souple, parce que tout le monde n'est pas totalement, même le Parlement lui-même n'est pas totalement libre, parce qu'il peut aussi être dissous par le président de la République. Merci beaucoup, maître. Alors, la dernière question, nous avons fini. Maître, vous êtes pour la révision de cette constitution. Est-ce que les contextes actuels, on peut réviser même après, c'est pas un problème, les contextes actuels d'insécurité à l'est de notre pays, avec tout ce qu'il y a comme priorité, la vie chère, et ainsi de suite. Vous pensez que cette question de la révision, bien que nous les soutenons, bon, je parle, vous les soutenez, elle est vraiment une urgence? Écoutez, je vais répondre à cette question. Je relève deux petites choses de ce que vient de dire Maître Milolo. J'ai soulevé un problème qui a eu lieu, n'est-ce pas? Qui a eu lieu dans le passé. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a expliqué des théories
du droit constitutionnel en nous disant quel est le rôle des contre-saints. Mais il ne nous a pas expliqué comment on sort de ce problème. Comment résoudre le problème. Comment on résout le problème. Parce que quand le Premier ministre refuse de contresigner, qu'est-ce qu'on fait? Ça, il n'a pas répondu. Donc, pour éviter ça, il faut revisiter. Il faut que... Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est que le contre-saint est une règle de procédure. Ce n'est pas une règle de pouvoir. Donc, notre Premier ministre a considéré que c'était une règle de pouvoir, donc il pouvait décider que je ne contresigne pas. Il ne peut pas ne pas contresigner. Okay. Il doit contresigner. Pourquoi? Parce que nous avons pris ça de quelque part. Nous avons pris ça de la France. En France, jamais, je dis bien jamais, il n'est arrivé que le Premier ministre refuse de contresigner. Pourquoi même Parce que si vous refusez de contresigner, vous démissionnez. C'est cela la logique. Okay. C'est-à-dire que vous dites, cet acte-là, moi je ne suis pas d'accord pour l'endosser. Okay. Je ne suis pas d'accord pour l'endosser. Et dans ce cas-là, vous démissionnez, vous demandez au président de la République de désigner un autre Premier ministre. Au cas où le président de la République, après la nomination, la notification, le Premier ministre ne pouvait pas déposer directement sa démission pour dire qu'en cas où il y a... Maître, vous aurez également pour voir, parce que vous aimez beaucoup l'équilibre. Ça c'est possible, c'est possible. Mais je pense que ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Okay. Et lorsque... Maître Milolo nous dit ici que non, parce que vous voyez, il faut pour la démission du Premier ministre, il faut aussi, donc il nous explique tout ce qui concerne d'un point de vue théorique. Mais nous avons eu un problème. Le président de la République a dit au Premier ministre de déposer sa démission, lui il a refusé, et donc le pays est resté bloqué. Et donc, il n'était pas possible de prendre les mesures qu'il fallait parce que le Premier ministre et le président de la République n'étaient pas d'accord. Mais par rapport à ça, lui, il s'est contenté de nous donner les théories. Il ne nous a pas dit comment on s'en sort. Moi, je dis ceci. J'ai déjà eu à expliquer ça. La même disposition se trouve dans la Constitution française, écrite de la même manière. C'est d'ailleurs pourquoi je dis que nous avons pris ça là-bas. Okay. Vous voyez, donc ça se trouve dans la Constitution française écrite de la même manière. Simplement, nous, lorsque nous allons puiser quelque part, on doit aussi, il faut aussi au moins analyser quelle est la pratique républicaine en France. Pourquoi en France cette disposition ne pose pas de problème? Ça ne pose pas de problème parce que tout le monde a compris que si dans la Constitution, on dit, parce que j'ai déjà expliqué ça, quand vous regardez, vous allez voir qu'avant qu'on en arrive à la question de la démission du ministre, donc vous voyez déjà qu'on parle du président qui peut révoquer un certain nombre de personnalités. Nous avons fini, maître. Oui, bon. On retient quoi? On retient ceci. On retient ceci. On reviendra peut-être une autre fois sur cette question-là. Le contexte, un mot sur le contexte. Un mot sur le contexte. Un mot sur le contexte. Je veux simplement rappeler ici qu'il y a un précédent en République démocratique du Congo, c'est qu'en 1964, environ la moitié du pays était occupé par la rébellion des Simba, la rébellion mouléliste, qui avait même proclamé la République populaire du Congo avec comme capitale Stanleyville à l'époque. Et pourtant, c'est toujours en 1964, même avant que le conflit ne soit terminé, que nous avons nous avons désigné une commission constitutionnelle, que cette commission constitutionnelle a eu le temps de réfléchir de janvier jusqu'à avril 1964 sur une nouvelle constitution, et qu'il y a eu un référendum pendant que une partie du pays était occupée par la rébellion. Donc, lorsque on me parle du contexte sécuritaire, je rappelle que nous avons un précédent en 1964. Et quand on parle
maintenant d'opportunité, lorsqu'on parle d'opportunité, je rappelle que lorsque on a voulu avoir une constitution entre 1990 et 1996, avec la conférence nationale souveraine, est-ce que le pays en ce moment-là se portait bien? Est-ce que sur le plan monétaire, c'était bien? Est-ce que sur le plan économique, tout allait bien? Parce qu'à ce moment-là, on aurait pu dire aussi, non, on ne se préoccupe pas de la Constitution pour le moment. On va d'abord terminer tous les problèmes. Parce qu'à ce moment-là, on avait des dévaluations extraordinaires. On doit d'abord terminer les questions de dévaluation. On doit terminer un certain nombre de problèmes sociaux. Donc pendant qu'il y a l'insécurité, l'armée fait son travail, les ministres font les... Et ça ne nous interdit pas de réfléchir. Très bien. Maître, vous avez également quelques minutes. On a fini. On retient quoi de manière ramassée? On retient de manière ramassée que... la Constitution ne pose absolument aucun problème. Les problèmes se posent au niveau des acteurs politiques qui, par le jeu de pouvoir, par le jeu de positionnement, veulent se bloquer eux-mêmes et prendre les textes pour des boucs émissaires. Souvenez-vous, Maître Marcellin a parlé du Premier ministre qui a refusé de démissionner, mais je vais lui rappeler que dans le même contexte, il y a un ministre des Mines qui avait refusé d'exécuter les ordonnances du président de la République pendant une année, nommant les mandataires à la GECAMINE. Le fait qu'Ungwa Koumouz a été nommé et n'est entré en fonction qu'une année après. Et ça, ce n'était pas un problème de la Constitution, c'était un problème de deux camps qui s'est choqué. Parce qu'il n'y avait absolument aucun problème. Lorsque un Premier ministre ne démissionne pas ou n'exécute pas sa mission constitutionnelle, il y a une crise et le Parlement peut pouvoir le démettre à travers le mécanisme de motion, de censure, des choses qui existent. Dans un contexte où la majorité bascule, vous ne trouvez pas que ça... Oui, mais dans ces contextes-là où la majorité... La démarche devient encore politique. Même lorsque la majorité bascule, lorsqu'il y a un commis dans une fonction qui ne fait pas bien son travail, le Parlement ne peut pas dire que parce qu'il est de notre famille politique, on doit le protéger. Non, c'est une question de la République, c'est une question de civilisation, de la culture. Nos politiciens ont cette notion-là. Oui, c'est ça le problème. Nos politiciens ne sont positionnés que par le fait que moi, je ne suis pas représenté au gouvernement, moi, je n'ai pas eu ceci, moi, je n'ai pas eu cela. Et l'opportunité, maître, lorsqu'il parle de la rébellion ou les listes, je lui demande de pouvoir revoir son livre des sciences politiques ou de l'histoire politique de la RDC pour voir que la Constitution n'a pas été promulguée, la Constitution de 64 n'a pas été promulguée pendant qu'il y avait la rébellion ou les listes. C'était... je vais vous demander, je vais vous apporter un livre écrit par le professeur Omar Sombo qui donne même les dates. Mais moi, je vous donne la date. Moi, je vous donne la date, le 24 novembre. Je conclue là pour dire qu'il faut essayer de voir, même par rapport à 1990. Nous sommes dans un contexte de transition qui n'est pas le même avec le contexte actuel où nous avons un régime constitutionnel établi conformément à la Constitution. Là-bas, nous sommes dans un moment marqué par le discours de Mobutu, comprenez mon émotion, et nous sommes dans un contexte de transition pour quitter le parti unique vers le multipartisme. Parce que vous parlez que nous sommes dans un contexte où quelques agglomérations sont prises par les groupes armés. Et ça nous interdit de réfléchir constitutionnellement. Non, ça ne nous interdit pas, ça ne nous interdit pas, mais la Constitution, l'article 219, dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution lorsqu'on est dans un état de siège. Ça, au moins, c'est noir sur blanc. On peut la lever à tout moment. On peut lever l'état de siège à tout moment et là, ça deviendra un temps suspect. Ça deviendra la levée. Parce que, souvenez-vous combien de fois on a demandé la levée de l'état de siège et ça n'a pas été fait. En toute logique, et ils le savent, la vraie raison qui est cachée sur le débat de la Constitution, c'est le troisième mandat, le prolongement de mandat.
En dehors de ça, en tout cas, on en parlera. Donc, on va parler prochainement. Juste une petite minute pour rappeler simplement, parce qu'on m'a dit, on va parler ici de rappel de l'histoire. Je vais rappeler l'histoire. Les Belges, les paracommandos belges, ont été parachutés à Stanleyville le 24 novembre 1964. C'est le 1er août que nous avons une autre constitution. Il y a eu 865 commandos, paracommandos belges qui ont été parachutés à Stanleyville en novembre. Donc, c'est lui qui doit réviser son histoire. Je rappelle qu'il est coordonnateur. Essayez de voir que lorsque la constitution de 64 est révisée, je pense, je vous demande, en tout cas je sollicite officiellement pour qu'on vienne avec les documents. Très bien. On vienne avec les livres, comme ça peut-être nos paroles peuvent, mais lorsque cette constitution est promulguée, il n'y a plus il n'y avait pas de tension de Simba. Merci beaucoup. Merci maître. Même s'il y en aurait, cette constitution nous a permis de sortir de ces contextes-là et ne nous retournez pas encore dans les mêmes. Merci beaucoup, maître Martin Milolo, coordonnateur du Forum citoyen, initiateur de la campagne Ne touchez pas à ma constitution, avocat et chercheur en droit constitutionnel. Vous avez également connu maître Marcelin Lukusa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, analyste politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Le plaisir était pour moi d'être avec vous. Le rendez-vous est pris d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.